Nous sommes maintenant avec M. Luc Rajotte, chroniqueur économique chevronné, qui vient gentiment nous parler donc d'économie aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien, c'est vendredi, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Fantastique. Alors, Il y a plusieurs sujets que vous voulez aborder avec nous oui, aujourd'hui. c'était une semaine économique assez fructueuse. Chargée. Chargée. Pour les Québécois, je pense que c'est une belle semaine parce que le ministre Girard nous a annoncé le versement officiellement des chèques. C'était une promesse électorale qui s'est transformée en réalité cette semaine. Alors, les chèques, on l'a beaucoup entendu, mais je tiens à le répéter pour les téléspectateurs, je pense que c'est important. Hein? Vous pourrez recevoir jusqu'à 600 $ si vous avez des revenus inférieurs à 50 000 Pour l'année 2021. pour l'année 2022. Donc, vous l'obtiendrez. Oui, mais c'est pour les revenus de 2021. Oui, effectivement. Et vous serez en mesure aussi d'avoir des revenus entre 600 et 400 $ si vous avez fait entre 50 et 54 000. Entre 54 000 et 100 000 $ vous aurez le droit à 400 $. Et si vous faites entre 100 000 et 104 000 $, votre montant sera réduit graduellement à zéro, entre 400 et 0 $. Maintenant, est-ce que ces chèques-là sont une bonne idée? Beaucoup de spécialistes se sont échangés la balle cette semaine en se posant la question, est-ce que ça valait vraiment la peine? Avant de rentrer dans le si oui ou non c'est une bonne idée, la somme totale que ça va coûter? Ça va coûter 3,4 milliards au Trésor québécois, donc tes impôts, mes impôts, les impôts de nos téléspectateurs, c'est tous notre argent. Dans le fond, le gouvernement gère notre argent, il la redonne, dans le fond, à la population. Donc, ce sont les taxes, ce sont les impôts que les entreprises et les particuliers ont payés au cours de la dernière année qui vont permettre de payer ces chèques-là. Et au niveau de si c'est une bonne idée ou pas? Je me permets une opinion là-dessus parce que beaucoup se sont prononcés, dont M. Trudeau, notre premier ministre au Canada, en disant vous demandez du retour d'argent pour le système de la santé, c'est ça. Alors, je trouve un peu étrange que vous remettiez 3,4 milliards d'argent. d'argent. C'est une question qui est valable. Oui, sauf que de l'autre côté, tantôt, je vais vous présenter tout ce que le gouvernement du Canada va dépenser pour la population. Alors, je pense qu'en quelque part, M. Legault pourrait lui répondre aussi que cet argent-là, vous auriez pu la redonner aux provinces pour le système de santé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Par contre, si on posait la question aux gens sur la rue, est-ce que vous êtes content que des chèques vous soient émis? Ou si, est-ce que vous aviez un choix à faire? Est-ce entreprendre votre chèque de 600 $ ou d'avoir un système de santé, vous attendrez moins dans les services d'urgence? Je pense que les gens prendraient le chèque. Oui, effectivement. Alors, donc, des fois, on est chialeux un peu sur certaines choses, mais on aime bien être en mesure d'empocher mais peut-être que quelques-unes de ces personnes-là diraient « Oui, je vais prendre le chèque, mais j'aimerais que l'échelonnage du montant, si on veut, soit peut-être un peu repensé. » parce que c'est un peu québécois comme mentalité. Non, mais je pense pas que c'est québécois dans le sens où un couple qui va faire 100 000 $, 50 000 $ chacun, les deux vont recevoir le montant de 600 $, donc 1 200, mais la mère monoparentale qui fait en dessous de 50 000 va recevoir juste un chèque. Donc, c'est pas de reconceptualiser le principe, mais peut-être juste de repenser l'échelonnage pour faire en sorte que ça s'équivaut peut-être un peu mieux. Peut-être que les montants soient un peu appliqués de façon différente. Est-ce qu'il y aurait lieu d'en donner plus aux gens qui en ont le plus besoin, plutôt que de commencer à réduire à partir des mieux nantis en donnant vers les moins nantis? Parce que les plus nantis, aujourd'hui, faire entre 50 et 100 000 $ pour une famille de 2 ou 3 enfants, c'est pas encore la mer à boire. Là. Il n'y a pas lieu de s'énerver avec ça. Tu ne fais pas énormément de dépenses. Entre 50 et 100, est-ce que c'est encore la classe moyenne, ça se situe de... C'est plus entre 30 et 60 000 $. Et 30 000 pour un couple de deux? Oui, pour un couple de deux. Ça, c'est la classe, OK. Une classe moyenne. Alors, c'est un peu difficile de prendre une position aujourd'hui. Par contre, ce que je dis, c'est l'argent est donné. Si tu vas le recevoir dans ton compte. Alors, à toi de juger maintenant, toi comme Québécois, de juger si tu veux l'utiliser pour payer les choses courantes, pour te permettre de combler l'aspect de l'inflation. Avec les fêtes qui arrivent. Et ou l'utiliser pour les cadeaux de Noël, ce qui risque d'arriver dans bien des cas. Et ça permettra de continuer à acheter l'épicerie puis de faire des paiements réguliers. Alors, les Québécois sont encore chanceux jusqu'à un certain point d'être en mesure de se payer ça comme peuple, comme organisation sociale, mais c'est quand même beaucoup d'argent, 3,4 milliards de $. Je trouve que c'est un montant astronomique quand on a effectivement des problématiques du milieu de la santé qui exigeraient des réinvestissements beaucoup plus massifs qu'on connaît actuellement, en plus d'une réorganisation. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra éventuellement peut-être échanger dessus.
Parallèlement à ça, oui, on reçoit de l'argent, mais le pourcentage de faillite a augmenté au Québec et au Canada au cours du dernier trimestre. On parle de 16% de plus qu'à la même période au trimestre précédent. On parle de faillite individuelle ou faillite d'entreprise. Okay. Faillite et proposition aux consommateurs. Qu'on regarde simplement au niveau du Québec, on parle d'une diminution d'à peu près 1000 faillites de moins dans le dernier trimestre. Par contre, une augmentation de 1000 propositions consommateurs. C'est pas que c'est contre-intuitif, mais un petit peu, puisque le coût de la vie augmente, l'inflation est astronomique, et donc c'est un petit peu surprenant que lorsqu'on regarde les statistiques, on voit le nombre de faillites diminuer. Quels seraient les éléments qui permettraient à ça? Le nombre de faillites, pour le moment, diminue parce que les gens vivent encore sur des portions d'épargne de la période de la COVID, où les gens ont économisé ou ont encaissé des montants provenant du fédéral. Donc c'est une statistique temporaire. Tranquillement, oui, mais effectivement, puis est-ce qu'ils vont arriver éventuellement au bout de cet argent-là? Et là, le nombre de faillites va augmenter. Ce que je trouve, par contre, intéressant et stimulant pour un ancien banquier, c'est que ce n'est pas tellement la faillite qui est choisie comme solution, c'est souvent les propositions de consommateurs. Donc, la proposition de consommateur, ce qu'elle permet, c'est de conserver certains de tes actifs, mais rembourser qu'une partie de tes dettes qui sont associées à ton bilan. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine façon, la pandémie de COVID-19 a contribué à l'économie québécoise dans le sens où elle a aidé à modifier les comportements? Donc, lors de la COVID, les gens pouvaient moins dépenser, pouvaient moins sortir, restaurants, ce type de choses-là. Donc, ils ont pris l'habitude pendant cette période-là de 2-3 ans de mettre cet argent de côté au lieu de le flamber. Est-ce que, d'une certaine façon, donc, la COVID a réorganisé les habitudes économiques des gens? Ouais, mais l'après-COVID a ramené... ça n'a pas été long, ça n'a pas été long. La vraie nature de Bernadette. C'est-à-dire que les gens sont mis à dépenser de façon... oui, parce que ça faisait tellement longtemps que... Sans regarder, donc ils ont outrepassé leur logique de dépenses usuelles, soit pour des vacances, soit pour des parties, entre parenthèses, l'organisation, location de chalet, bateau, piscine, spa, tout ce que tu Donc, c'est vraiment juste une question de temps avant que cette courbe-là de faillite... on va revenir, tant qu'à moi, en 2023, à la situation usuelle qu'on était en 2020, avant 2020. Qui tourne autour de combien, la situation usuelle? La situation usuelle, c'est que tu avais une moyenne d'à peu près une faillite sur 15 habitants au Canada. C'est quand même gigantesque. C'est gigantesque. Et c'est principalement ce qui tue les gens, c'est la consommation à court terme, c'est-à-dire les cartes de crédit, les marges de crédit. Et là, ce qui va se rajouter à ça, c'est l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires qui vont faire que les paiements vont exploser, alors que les gens avaient des capacités beaucoup plus limitées. Alors, actuellement, on est à l'intérieur de ce que j'appelle les tests que les institutions financières faisaient passer aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'on leur chargeait un taux d'intérêt, qu'on les qualifiait avec un taux supérieur de 2 et dire, avec une augmentation jusqu'à 2 de plus que le taux qu'on vous offre actuellement, vous êtes en mesure de faire des paiements. Sauf que les taux qu'on avait à ce moment-là, au moment où nous avons fait les tests durant la pandémie, étaient à des taux de 2, 2,5. Plus 2 donnait 4. Aujourd'hui, tu es à 5, 5,5, 6 pour des taux de prêt hypothécaire de 5 ans et plus. Alors, automatiquement, tu dépasses les tests de faisabilité qui avaient été faits originalement. Et c'est là que les gens commencent à rencontrer des problématiques. Alors, on va voir le taux aussi de propositions aux consommateurs augmenter de façon assez importante. D'après moi, en 2023 et 2024, ça va être horrible. Puis les conséquences de ça? Les conséquences de ça, c'est que les institutions financières vont mettre énormément de provisions pour perte sur prêt. Et quand comme institution financière, quand tu prends beaucoup de provisions, tu es actionnaire de ces institutions financières-là dans la majorité des cas. Donc, tu as moins de rendement, et là, on va exiger plus de rendement, on va donc augmenter les frais de service. On risque donc de payer pour tout le monde au bout de la ligne en 2024, 2025 et 2026. Alors, il y a toujours des conséquences, en quelque part, au montant qu'ils vont perdre. C'est jamais l'institution qui va prendre ça de ses poches. Donc, ce que j'ai dit, c'est que peut-être la pandémie de COVID-19 allait aider l'économie, c'était absolument faux. Elle a aidé l'économie. Tu as tout à fait raison pendant la période de pandémie. Sauf que les gens n'ont pas gardé ces habitudes-là. Et au contraire, ça a comme stimulé de reprendre un comportement beaucoup plus agressif dans la volonté de dépenser. C'est comme s'il y avait urgence au cas où une autre pandémie arriverait et on encore une fois pour être encore confiné. Et là, les gens n'acceptent pas ça. Donc, dans la logique, dans la psychologie des consommateurs, il y a eu des dépenses. Tu as juste regardé tout ce qui était vendu en piscine, roulotte et bateau.
c'est incroyable. Il y a une rupture de stock partout, un peu partout, au-delà de l'effet de la pandémie, parce qu'ils ne sont pas capables de produire. Alors, c'est pour ça que je dis que l'insolvabilité va être à surveiller énormément, la tendance de l'insolvabilité. Puis, il faudrait que ça donne un peu matière à réflexion à nos téléspectateurs sur leur habitude, sur leur comportement de dépenses qu'ils ont et dans la prévision des prochaines années à venir, parce que là, on va rentrer, si on n'est pas déjà en récession, et la récession économique comme telle, pas la récession du chômage, parce qu'il n'y en aura pratiquement pas, mais la récession économique risque de frapper très fort pour les familles de 2 ou 3 enfants. Vous dites qu'il faut, idéalement, cette période-ci ou ces circonstances-ci pourraient amener les téléspectateurs, les gens qui nous écoutent, à une réflexion sur leurs habitudes de dépenses. Pourrions-nous rapidement, brièvement, faire un exercice sur de quoi devrait avoir l'air d'un budget, un budget équilibré en termes de pourcentage, ce qui devrait aller au loyer, ce qui devrait aller à la nourriture, ce qui devrait aller aux dépenses extravagantes, ce qui devrait aller en vêtements. Est-ce que vous seriez en mesure avec nous de faire ça rapidement pour que les gens sachent, moi, ça devrait tourner autour de ceci? Oui, puis tu as raison, Vincent, je pense qu'il est important sur un pourcentage de 100 d'établir des pourcentages de comment tout devrait se rétablir. Mais un logement ne devrait pas te coûter plus de 25 de ton revenu brut hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse plus de 25 sous dans ta pièce que tu as comme revenu, juste pour le logement. Mais actuellement, la grande majorité des consommateurs ont des revenus inférieurs, ce qui fait, inférieur quand je dis par rapport au taux d'inflation qu'il y a actuellement, ce qui fait qu'ils dépassent, ils vont jusqu'à 27, 30, 35 40 de leur revenu actuel. Alors, quand tu es égorgé à ce niveau-là, ben, il te reste peu de place pour l'épicerie. L'épicerie peut représenter 12 à 15 de ton revenu brut hebdomadaire. Donc, si tu es à 40 au niveau du revenu pour le loyer, tu es déjà à 55-60 juste pour t'abriter et te nourrir. Alors, tu n'as pas payé toutes les autres dépenses. Juste pour l'essentiel, c'est ça. Les assurances. Et l'argent qu'il faut mettre de côté pour les imprévus, pour la retraite et tout ça. Il n'y a plus beaucoup d'argent qui se met de côté actuellement, ça, je peux te dire ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est disponible. C'est quoi le pourcentage qui devrait être mis de côté? Normalement, tu devrais mettre au moins 4 à 5 de ton revenu brut hebdomadaire de côté pour être en mesure d'avoir, la protection contre les inconvénients, et 2, pour te permettre d'avoir certains projets ou de payer pour des projets qui sont à venir éventuellement. Alors, grosso modo, c'est à peu près ça à quoi on doit s'attendre, mais c'est complètement déréglé dans le contexte qu'on connaît actuellement. Oui, mais tu sais, c'est des choses que les gens ne peuvent pas particulièrement contrôler, dans le sens où le prix des loyers, c'est incontrôlable, on ne peut rien y faire. Et donc, ça augmente en flèche. Tout ce budget de 1 pièce-là est tout déboussolé, est tout chamboulé, et on ne peut rien y faire. Comme vous le dites, l'épicerie puis le logement, c'est les 2 trucs nécessaires. Et un de ces 2-là, on ne le contrôle pas. Et c'est plus élevé que ça ne l'a jamais été, même en termes de pourcentage. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Il y a 2 types de population, 2 types de réactions. La population la plus démunie, qui malheureusement, elle, n'a même pas d'excédent, n'a même pas de petit côté luxueux autour d'elle, le minimum, ça devient un casse-tête énorme. Et les banques alimentaires le démontrent, ils ont des augmentations de 40-50 des demandes de la part de cette population-là. Tu as l'autre population, classe moyenne, qui, durant la pandémie, s'est payé beaucoup de choses à crédit souvent, et ou en partie payer une partie en crédit. Donc, au lieu de faire des paiements, donc passer une partie de ton revenu brut sur les paiements que tu fais actuellement, ben, tu auras avantage à liquider ces actifs-là pour te permettre de récupérer des montants hebdomadaires pour les réinvestir soit dans l'augmentation du coût de loyer et ou l'augmentation de la nourriture et ou l'augmentation des vêtements, exemple pour les enfants, et ou de l'assurance, parce que les assurances vont tous augmenter avec ce qu'on connaît au niveau de l'environnement, des températures, des tornades et tout ça. Les primes vont augmenter de façon importante au cours des prochaines années parce que les assurances ne se permettront pas de perdre infiniment sur les coûts. Alors, il y a des impacts importants. Il faut que les gens réalisent, il faut que les gens prennent le temps de s'asseoir, de revoir leur budget, de revoir leurs priorités, de revoir si certaines choses sont encore essentielles dans leur quotidien pour être en mesure de mieux réallouer les sommes qui sont disponibles ou récupérées par la vente de certains de ces actifs-là, qui malheureusement ne sont peut-être pas prioritaires. Oui, puis ça, c'est un effort. Cet exercice-là, s'asseoir, repenser, reconsidérer, ça, c'est un exercice qui est pas souvent facile, qui est quasiment jamais facile à faire. Admettre qu'on a fait des erreurs de jugement au niveau de la gestion de notre argent, c'est jamais facile. Il ne faut pas le prendre comme une erreur de jugement. C'est une erreur dans le contexte actuel aujourd'hui. Si le contexte avait été comme ça aujourd'hui,
vous n'auriez peut-être pas acheté le bateau, vous n'auriez peut-être pas acheté le spa ou la piscine, ou vous n'auriez peut-être pas fait les 3 voyages consécutifs en moins de 18 mois pour permettre aux enfants d'aller à Walt Disney en Floride, Walt Disney à les 3 Walt Disney. Les 3, 4 Walt Disney qui existent. Dans le fond, c'est ça. La décision vient en fonction du moment où tu la prends. Maintenant, à ce temps qu'il y a un moment plus difficile, ben, il faut accepter de revenir en arrière. Puis c'est pas une défaite, puis c'est pas une rétrogradation. Puis souvent, les gens ont beaucoup d'orgueil par rapport à la famille. Oui, exact. Ah, tu t'es débarrassé de ton bateau, mon Dieu. Tu t'es débarrassé, mon Dieu. Tu as vendu ton chalet, mon Dieu. Ça va pas bien. Non, c'est pas que ça va pas bien. C'est que je veux m'assurer d'avoir un c'est que les circonstances ont changé et je préfère prendre des précautions que d'attendre que les comptes viennent dû puis que je sois incapable de m'en occuper. C'est ça. Alors, c'est un peu ça. Maintenant, il y aura le 8 décembre prochain une position économique de M. Girard qui va nous être présentée. On parle éventuellement d'une baisse d'impôts. Encore là, j'ai de la difficulté avec le gouvernement quand il parle de baisse d'impôts. On parle de 7,4 milliards qui vont être non envoyés dans les coffres du gouvernement au cours des 4 prochaines années. C'est des économies entre 329 et 650 $ que les gens pourraient faire sur le coût d'impôt annuel. Mais je trouve étrange qu'on soit déjà en mesure d'aussi bien prévoir ce qui va se passer dans les 4 prochaines années et de se priver de ce montant de 7,4 milliards. Alors, tant mieux encore là pour les consommateurs. Ils vont encore récupérer des montants, non pas en argent par chèque, mais par des économies d'impôts qu'ils n'auront pas à payer et ou un chèque de retour d'impôt qui viendra éventuellement. Mais est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, encore une fois, une augmentation du coût de la vie, une augmentation des prix? Tout montant d'argent qui devient disponible pour les consommateurs est réinjecté dans la consommation souvent et non pas dans l'abaissement de la dette. Des dettes que les gens pourraient avoir. Malheureusement, encore là, c'est une question de réflexion pour les téléspectateurs. Il faudrait peut-être renverser la vapeur, payer nos dettes. Puis quand toutes les dettes sont payées, la grande majorité, à tout le moins, c'est qu'on puisse se permettre certaines choses qui sont de la vie, qui sont peut-être plus intéressantes ou plus stimulantes. Une personne non endettée aujourd'hui est une personne riche. Il faut se mettre ça dans la tête. Alors, si vous voulez être riche, trouvez le moyen, d'une façon quelconque, de réduire votre dette au maximum. Et à partir de là, déjà, de réduire les dettes en dehors de l'hypothèque, c'est déjà un gros effort qui est fait par les consommateurs. Et ça, je félicite ça, moi. Si tu te gardes à la limite une hypothèque, bon, c'est comme payer un loyer de toute façon, alors, mais tu t'accumules un capital que tu pourras utiliser éventuellement. Alors, 7,24 millions. On dit qu'on veut limiter les frais de service du gouvernement à 3 %, dont Hydro-Québec va être inclus à l'intérieur de ça. Mais 3 %, il y a beaucoup de travailleurs au Québec aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui n'ont pas eu ces augmentations salariales-là au cours de la dernière année. Oui, dans certains secteurs publics, les augmentations étaient de 8, 9, 10, 11, 12, 15 %, mais dans beaucoup de secteurs d'activité, ils ont été inférieurs à 3 %. Alors, je trouve que le gouvernement, au lieu de remettre des chèques d'impôts ou des réductions d'impôts, aurait été mieux d'augmenter le montant, ou pas d'augmenter, mais de diminuer le montant maximal des frais de service pour les services offerts par le gouvernement. Et à la limite, limiter ça à 0 pour la première année, peut-être à 1 % la deuxième, et ainsi de suite, de façon progressive, jusqu'à temps que l'économie revienne. Mais ça, c'est des décisions qui sont prises par les politiciens. Puis moi, je trouve que 7,4 milliards, il y a peut-être une portion qui aurait été bon d'investir dans le domaine de la santé aussi, sans être obligé de demander au gouvernement fédéral de toujours donner des sous. Alors, et on a eu, par contre, l'énoncé économique de Mme Freeland, qui s'est, elle aussi, donnée allègrement dans les retours de chèques et qui s'est gargarisée sans nécessairement monétiser en termes de montant total ce que ça peut représenter. Mais exemple, la TPS, que tout le monde, une grande partie de la population reçoit pour les produits et services qu'ils achètent. Sans enfants, tu vas récupérer un montant supplémentaire de 234 $. Un couple avec 2 enfants, c'est 467 $ qui va être retourné au cours du mois de novembre. Et les aînés, en moyenne, ça devrait leur donner 225 $. Je m'arrête sur les aînés parce que s'il y a une population actuellement qui risque de se retrouver dans l'appauvrissement important, c'est bien les aînés. Parce que beaucoup d'aînés, premièrement, les montants des chèques de rente du Québec, les montants de chèques du Pension du Canada, les rentes prédéterminées des fonds de pension, souvent sont limitées à 3 % d'augmentation annuelle. Alors que l'inflation actuellement était à 6-7 %. Et elle a été jusqu'à 7-8 au cours de la dernière année. Alors, il y a eu une diminution du pouvoir d'achat important chez les aînés. Et s'il y a une population qui mérite aujourd'hui, je pense, d'avoir des jours un peu plus intéressants, puis là, j'essaie de m'exclure de cette portion-là,
mais c'est une population qui méritera tout le moins qu'on en investisse davantage de leur côté. Mais bon, je lance dans l'univers ces propositions-là. On verra ce que les gouvernements pourront faire un jour avec ça. Du côté de la prestation canadienne dentaire, on va offrir à compter de 2023-2024 650 $ par famille, qui font entre plus ou moins de 90 000 $ par année, et ça pour les enfants de moins de 12 ans. Si on parle des programmes canadiens, on sait que le Québec a un programme d'assurance dentaire pour les enfants de moins de 10 ans, qui sont déjà offerts actuellement, alors ça sera un ajout pour le 2 ans supplémentaire. Ça devrait toucher environ 500 000 jeunes de moins de 12 ans au Canada, puis ça c'est grâce au NPD, à l'alliance qu'ils ont faite avec les libéraux pour leur permettre d'avoir ce programme-là du côté fédéral. Le supplément d'allocation canadienne au logement qui va être offert, c'est 500 $ de plus à l'allocation actuelle. Ça devrait toucher 1,8 million de locataires au Canada. Les conditions, c'est de moins de 35 000 en termes de revenus pour les familles, moins de 20 000 $ pour les personnes seules, puis au moins 30 % du revenu qui est associé directement au logement. Donc, on disait tantôt de s'associer à des coûts qui sont moins dispendieux, bien, c'est ça qu'on parle en particulier. Je termine sur les allocations trimestrielles pour les travailleurs. Ça, c'est particulier, c'est qu'avant ça, tu avais le droit à un crédit d'impôt après qu'ils ont évalué ton rapport d'impôt, et tu avais le droit, pour ceux qui ont les moins bons revenus en termes de travail, à des crédits d'impôt qui vont aller jusqu'à 1 450 $. Maintenant, on va les anticiper. C'est-à-dire qu'on va te verser de façon trimestrielle un montant d'argent correspondant à l'équivalent de plus ou moins 1 450 $, et on va te le donner avant même d'avoir étudié ta prochaine déclaration d'impôt. Donc, dès le mois de juillet 2023, basé sur la déclaration d'impôt de 2022, bien, on va t'accorder ces allocations de paiement anticipées. Voilà la revue économique de cette semaine. C'est super apprécié, c'était très intéressant, puis on vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Salut.